Thank you. So we will now be starting our discussion around transmission PPPs. As I said, a topic that Africa 50 is very excited about. I myself and my colleague Moshood will provide some background before the panel discussion starts. Just to start off, I think it's important to remember that 30 years ago, the first IPPs, independent power generation projects, were being developed on the continent. At the time, power generation was strictly financed on the public sector balance sheet. Now, 30 years forward, and IPPs have become completely mainstream. 400 projects have been completed across the continent, more than $70 billion in capital mobilized. At Africa 50, we believe that we are on the cusp of a similar change when it comes to transmission, where a sector that is at the moment 100% funded by the public sector will see increasing private sector participation. And the few projects that are at the pilot stage at the moment, including the one we are developing in Kenya, the most advanced transmission PPP project at the moment, will pave the way for many more projects. Now, just to give a few numbers before we start the discussion, what is the issue? It is quite significant. At the moment, across Africa as a whole, we have 3 times less transmission assets per capita than other emerging markets, such as Latin America. In fact, some countries within Africa have 10 times less transmission assets per capita. That is a very significant issue. It also means that there is a very significant investment gap. We are talking about $6 billion in capital that needs to be mobilized annually. And as we heard from the previous panel, we are in a context where government balance sheets are extremely constrained at the moment. So the solution cannot come from public sector funding alone. Hence the need for private sector investment. And it is doable. We are not talking rocket science. We're not reinventing the wheel here. It has been done elsewhere very successfully. Latin America, in particular, has been able to mobilize very significant amounts of investment, over $55 billion in emerging markets over the past 25 years were mobilized elsewhere. So why not Africa? Now we'll now pass on to my colleague Moshood, who will walk us through the investment models and what we are doing in Kenya. Thank you. Thank you, Anas. Good morning, everyone. As my colleague has mentioned, he's described the enormous investment deficit that exists in the transmission space in Africa. So I would elaborate more on the avenues for bridging the gap and what Africa 50 is doing as an institution. It is worth mentioning that there are a number of models through which government can leverage private sector capital and expertise for transmission system development. These depend on system needs and various other factors. Based on the precedents that from markets like Chile and India, we have observed 2 primary models. The first, which involves structures centered around concessions of entire grids to one private party or a consortium via outright privatization or fixed period concessions. The second type focuses on concessions of each of the transmission lines and substations that are required to reinforce, upgrade, or expand the grid of a given power system, potentially leading to more private transmission participants and hence more competition. However, for these PPPs to be implemented successfully, a number of ingredients are important. Firstly, laws, regulations, and policies that ensure clarity and certainty around aspects like modes of procurement of projects, licensing, market rules, and operating standards are very important. In addition to that, feasibility needs to be determined at both sector level, the transmission subsector level, as well as individual projects. Feasibility in this context speaks to techno-economic, financial, environmental, and social, and others. In addition, sponsors need to be credible, experienced, and strong enough
to deploy the required capital, which is mostly early stage, to ensure that projects ultimately get to financial close as soon as possible. And as is the standard for PPPs and project finance transactions, the project risks need to be allocated to the party best placed to manage them. And specifically for transmission projects in Africa, risk allocation needs to consider the life cycle evolution for each different market. And finally, a tariff framework that not only ensures cost recovery, but also a fair return for private sector to ensure sustainability of these investments. I am proud to mention, again, that Africa 50 is currently developing what would be the first private transmission project in Africa, which involves 2 sets of transmission lines and associated substations in Kenya. This is being done as a PPP with the government of Kenya through the Kenya Electricity Transmission Company, the PPP Directorate, as well as the Ministry of Energy. Africa 50 has also partnered with Power Grid Corporation of India, its technical equity partner, who was selected via a competitive process. And for context, Power Grid Corporation of India is the 3rd largest transmission utility in the world by circuit kilometers of lines. And we have worked together so far to establish the feasibility of these projects across the various dimensions that I earlier mentioned. Our work has now culminated into the submission of a private investment proposal under the auspices of the PPP Act in Kenya, which was approved by the PPP Committee earlier this year. This approval authorizes us to continue to develop and structure the project, working with government to achieve financial close as soon as possible. The proposed structure that you see here on the screen is quite customary and aims to deliver an affordable PPP from a physical and consumer standpoint, value for money over the life of the concession, and an efficient allocation of the risk of the project. And we do hope these can be used as a template, as Anas mentioned earlier, for helping governments and state-owned utilities to deliver more transmission projects at speed and at scale across the continent. Thank you very much. Thank you very much for that excellent setting of the scene. I don't know about you, but I'm very excited to get into the next conversation. Please join me, ladies and gentlemen, in welcoming this next panel as we discuss the opportunities as well as the challenges in developing the transmission lines and PPPs relating to that on the continent. I would like to join hands for Honorable Mila Aziable, Minister of Energy for Togo, as she comes to stage. Mr. Kevin Kariuki, VP for Power, Energy, Climate and Green Growth at the AFDB. Let's give him a round of applause. Ms. Fatoumata Sissoko Si, Business Manager for Infrastructure and Natural Resources in West and Central Africa for the IFC. And Mr. Raghu Sharma, Senior Advisor at Africa 50. Now, as we've heard, when it comes to the investment into transmission lines, there is a lagging, looking at generation and looking at distribution. Now, what I'd like to start off is getting an understanding of where we are in terms of Togo and the wider energy mix. Madame la Ministre, pourriez-vous nous donner un bref aperçu général du secteur de l'électricité au Togo et quelle est la part donnée aux partenariats privés? Merci beaucoup, Tania. Avant toute chose, je voudrais remercier Africa 50 pour avoir organisé ce cadre d'échange. Et je vous remercie de me donner la parole pour parler de la politique énergétique du Togo, et notamment l'implication du secteur privé qui joue assurément un rôle prépondérant dans l'atteinte de nos objectifs dont le but ultime est l'accès universel à l'électricité. Donc l'électricité, on le sait, c'est le moteur de développement, mais nous ne le répéterons jamais assez. Et ce secteur est bien évidemment au cœur des préoccupations du président de la République, son Excellence M. Faure Etodim Gnassingbé, lequel a pour ambition
d'opérer une transformation structurelle de notre économie de façon inclusive et durable. Et à ce titre, il en a fait la priorité absolue du gouvernement. Donc le gouvernement est particulièrement vraiment axé à assurer l'accès à une électricité de qualité, en quantité suffisante et à coût abordable à tous nos concitoyens d'ici 2030. Et pour y arriver, nous avons mis en place une feuille de route gouvernementale 2020-2025 précise avec 3 indicateurs cibles. Donc le premier, c'est de garantir l'accès à l'électricité à au moins 75% de la population en modernisant le secteur. Sachant qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'électricité est un droit fondamental en plus d'être une aspiration légitime de nos populations. Le second, c'est de disposer d'une autonomie de production d'électricité nationale de 70%, non seulement pour pouvoir répondre aux besoins de croissance économique, mais aussi et surtout de pouvoir rassurer les investisseurs industriels. Et le dernier, c'est de pouvoir assurer un mix énergétique diversifié, y compris les énergies renouvelables, à hauteur de 50% de capacité installée, parce que pour un pays comme le Togo, c'est vrai que c'est une obligation vis-à-vis des générations futures, mais c'est aussi une opportunité économique. Et j'aimerais dire qu'à mi-parcours, aujourd'hui, des résultats tangibles ont été obtenus sous l'impulsion du chef de l'État. Le taux d'électrification est passé de 50% en décembre 2020 à 64% en juin 2023. Et ces résultats significatifs ont été obtenus, je vais dire, par rapport aux modèles innovants d'accès qui ont été mis en place. Donc, il y a eu le programme de déploiement de kits solaires individuels en partenariat public-privé, mais avec une forte intervention de l'État qui a mis en place un mécanisme de soutien aux populations qu'on appelle le chèque ciseau. Il y a aussi le fonds Tinga, qui est un fonds d'accès universel à l'électricité, qui permet de préfinancer le raccordement de l'électricité aux ménages les plus vulnérables. Et en termes de production, capacité de production, nous avons doublé la capacité de production nationale, mais nous avons aussi doublé la part des énergies renouvelables. Donc on est passé de 40 MW en janvier 2020 aujourd'hui à presque 100 MW. Et je dois la vérité de vous dire que ces résultats ont été aussi obtenus en grande partie grâce à l'implication du secteur privé. Et le Togo a compris très tôt que pour atteindre ces objectifs ambitieux d'accès universel à l'électricité, il fallait impérativement l'implication du privé. Donc en fait, nous avons fait le choix de travailler en collaboration avec le privé depuis 2010 dans le secteur de production et depuis 2018 dans le segment de distribution off-grid. Et ça a eu des résultats comme la centrale thermique de contour global de 100 MW qui a été mise en service en 2020. On a la centrale thermique de Kekeli, 65 MW, qui a été mise en service en 2021 en partenariat avec le groupe Eranov. Il y a la centrale solaire photovoltaïque de Blikta de 50 MW qui est en cours d'extension à 70 MW en partenariat avec Amea Power. Et on a aussi toutes les actions en termes d'accès à l'électricité via les kits solaires individuels en partenariat avec 4 différents opérateurs privés, mais où l'État continue de jouer quand même une part importante en termes de subventions. Donc voilà un peu ce qui a été fait et dans le cadre de partenariat public-privé en termes de production et de distribution off-grid. Merci. Fantastic. Thank you so much, Minister. These are tangible examples from 50% to 64% in terms of electricity distribution and doubling in terms of capacity. Now, Dr. Kariuki, you've led the development of numerous infrastructure projects that are privately financed, over $2 billion worth. I'd like to get your perspective reflecting back. What have been the major challenges and barriers to developing infrastructure projects when it comes to energy in particular? Thank you very much, Tanya. I think I'll start in a very simplistic manner. It's always easy to attribute the challenges we have to lack of generation, to lack of transmission, and to lack of distribution capacity. But the truth is, the challenge or the main challenge is actually the viability of the utilities. Most of the utilities in Africa are not bankable. And the reason for that is because the tariffs are not cost reflective. So what that means is that there isn't sufficient revenue that comes from
what I would call from the system to be able to provide or to generate enough resources for purposes of generation capacity, transmission capacity, and distribution capacity, and also to do the O&M. So as a result, what you find is that they cannot be able to attract private investment. And the truth is, public sector financing is becoming a dwindling commodity. And therefore, there is need to attract private investment. But then, if the utility cannot be able to finance to meet those costs, it becomes super difficult. That's number one. And number two, the other one that is a big challenge is and rather, let me put it this way. I always say that as far as power is concerned, it's either paid for, one, by the consumers or by the government. And if the government offers subsidies, what it means is that in countries where you have local connection rates, it means that even the few people, the majority of the people who don't have access to electricity are subsidizing those who have the privilege of having electricity. That's number one. Number two is the issue of enabling environment. I always say that for private sector participation, I always say that when we were young, we learned about the Ohm's law, which says that current follows the path of least resistance. And I do believe that capital also follows the path of least resistance. As a result, what I mean by this is that we have to create enabling environment. In this case, you talk about regulatory environment, you're looking at policy environment, and also what I've just referred to as tariff. So what happens is that in cognizance of this, and I must say this because as a bank, what we've done is to come up with what we call the Electricity Regulatory Index, which is a tool that we are using to benchmark across the continent between regulatory authorities to benchmark amongst them and against best practice. And this has been deemed to be such an effective tool for regulation that actually we are working with the World Bank now to do it on a global basis, what we call, instead of ERI, we are calling it GERI, Global Electricity Regulatory Index. And secondly, the other thing that we are intervening to try and address this issue of enabling environment is what we call the Africa Energy Marketplace. What we are doing here is that we create occasions to discuss between the private sector, the public sector, and also the donor community, how we can be able to improve the regulatory environment with a view to attracting, regulatory as well as enabling environment to be able to attract private investment for purposes of developing our power sectors. Finally, our colleagues from Africa 50 mentioned something that is unique, that is happening. And this is the introduction of privately financed transmission lines. And the genesis of this is the fact that for the longest time, transmission assets were considered to be natural monopolies and therefore not amenable to private sector participation. This has been debugged. As they said, this has been debugged, and there are cases whereby in India, in Chile, whereby these transmission lines are actually now operating. So I think that change of policy and that understanding that the private sector can actually participate in transmission assets becomes an important avenue for investment. And in particular, increase access to electricity on the continent, because you have a number of countries on the continent that have oversupply of electricity. Here I have in mind Uganda and Ethiopia, whereby they have enough capacity, generation capacity, but they do not have the transmission capacity to evacuate that power to the load centers. Then there are other countries such as South Africa, which have unique problems, because with a view to increasing the amount of renewable generation on their network, they will have to move power from the west
to the Huaten area. Right now, the transmission lines come from the north, Mpumalanga, to Huaten. But now you need to redistribute the transmission network from the west, from the west coast to Huaten. And as a result, there will be significant number of transmission lines that will be required to be developed. And public sector financing on its own cannot be able to do this. So actually, I would like to applaud Africa 50 for the vision to look at the possibility of investing in transmission networks on the continent with a view, first of all, to ensuring that the capacity that has been generated can be evacuated to the load centers. And number two, providing a basis for increased access to electricity on the continent. Let me stop there. Thank you. Absolutely. Thank you so much, Dr. Kariuki. And we've got Mr. Ragu on the panel who can give us more insights into just exactly how this transmission line PPP project is going about. But before we get to you, I'd like to ask you, Ms. Fatoumata, êtes-vous d'accord avec les propos de Dr. Kariuki du fait qu'il n'y a pas suffisamment de projets bancables quand il s'agit de la génération et de la transmission d'électricité sur le continent? Absolument, on en a parlé tout à l'heure, au risque de paraphraser Anas Sherafi qui est passé précédemment. Nous nous sommes concentrés ces dernières années sur la production d'énergie, donc la capacité de génération. Le sujet aujourd'hui, c'est que c'est bien de produire de l'énergie. Maintenant, il faut acheminer l'énergie vers les ménages et les entreprises. C'est un challenge, nous en avons beaucoup parlé. Le challenge, il est à plusieurs niveaux. Je vais pas les relister de nouveau, mais effectivement, la situation financière des utilities, donc des sociétés publiques d'électricité, est compliquée. Donc ça, c'est le premier challenge. Quand elles transportent l'énergie, il y a beaucoup de pertes techniques, de pertes commerciales dans la collecte des revenus auprès des ménages. Et ça génère aussi, je pense que c'est important de le souligner, en termes de capacité émissif, étant donné qu'il y a beaucoup de pertes sur le réseau, in fine, entre la capacité qui est produite et la capacité qui est réceptionnée par les utilisateurs, il y a une perte en route, ce qui est contre-productif également par rapport à nos enjeux climatiques majeurs. Donc, c'est vrai, il est difficile de trouver des projets bancables. Je salue le projet de Africa 50. Pour nous, c'est vraiment je pense, un projet flagship intéressant, à voir dans quelle mesure on pourrait le répliquer, dans quelle mesure on pourrait s'associer également à cette initiative. Ce qui est intéressant pour l'Afrique, c'est qu'on sait faire, dans le sens où on a des exemples de projets de transmission d'énergie qui ont marché en Amérique latine, on l'a dit, en Asie. D'ailleurs, je crois que le partenaire, c'est un partenaire indien sur le projet au Kenya. Il est important, je pense, de s'inspirer de ces modèles-là, de pouvoir les mettre en œuvre. Maintenant, la question est comment est-ce qu'on structure ce type de projet? Donc, avec quel schéma de structuration? On a beaucoup parlé dans le panel précédent de garantie de liquidité, d'apporter des investisseurs privés. Voilà, donc il y a quand même un sujet de structuration, je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard. Mais je voulais juste rebondir sur les propos de Madame la Ministre sur le Togo. Je trouve l'approche politique, parce qu'il faut une volonté politique au départ, l'approche politique du Togo est extrêmement intéressante dans le sens où chaque pays a ses enjeux en fait. Donc le Togo a une particularité géographique. Quand on veut financer en privé une ligne de transmission, il ne s'agit pas de mettre des lignes de transmission partout où on a quelques personnes. Il faut ce qu'on appelle la value for money. Il faut vraiment analyser l'opportunité de construire une ligne de transmission. Est-ce que c'est du public? Est-ce que c'est du privé? Et ce que je trouve intéressant dans le propos de Madame la Ministre, c'est que il y a certaines zones de production, donc il y a des lignes de transmission qui ont été construites, mais il y a aussi d'autres zones qui sont plus éloignées où le choix a été fait de mettre des solar home systems, des mini-réseaux. Donc il faut une approche structurée, coordonnée,
où on établit une politique énergétique et on suit la politique énergétique, on déploie les lignes de transmission en fonction de ce dont le pays a besoin. Je pense que c'est extrêmement important. Et la décision politique ou publique même est un préalable indispensable, quel que soit le modèle de financement qui va être décidé. Je m'arrêterai là. Tout à fait, un grand merci. And moving on, actually, you talk about structure and financing structure, and this is where I'd like to wheel you in, Mr. Agu. I mean, Dr. Kariuki also mentioned that transmission lines was perceived, or perhaps is perceived, to not necessarily be as profitable or as interesting for the private sector. So how can we make sure that IPT financing models are widely implemented on the continent? And my other question is, what's in it for the private sector? Thank you very much. In fact, just to echo Kevin quite a bit, transmission worldwide in developing countries had been ignored, and there was a lot more focus on generation versus transmission. So we today face these situations in, you said Uganda and in Ethiopia. I would like to add Kenya too, where the consumption per capita is only 169 or 170 kilowatt hours per year per person. And they talk about surplus power. The reason is there's no transmission, and that's one of the biggest deficits in the continent, infrastructure deficits in the continent. The second thing, and then we heard from other panels and ministers about the fiscal challenges that almost every country is having. So there's no option but to look at private sector approaches to transmission. Private sector has learned the art of managing many risks. That's why it's been able to come into transmission in several countries, and we want to draw lessons from that and do these things in Africa. What's in it for the private sector is very interesting, because transmission, I mean, just to give you one statistic, Power Grid of India, which in the context settings presentation my colleagues mentioned, is the national grid of the high voltage of India. It is the 11th most profitable company in India, just based on revenue, on regulated revenues, which means that transmission is automatically a profitable business if structured well and operated well and maintained well. There are returns for everybody, especially because the countries that does transmission per se and with private sector, because the fiscal space is not there, the economic returns are in the 30, 40, 45, 50%, because transmission is an asset, is an infrastructure that is a must use. There is no alternative. Roads may have, transport may have alternatives, road, rail, water, etc. Transmission, there's no alternative. So because it's a must use infrastructure, because it has much less variable costs, operating costs, profitability is given even under regulated circumstances. The second thing is that without transmission, there is no electricity sector per se. And so that is the reason why private sector is interested. As I said, private sector has learned the art of managing the risks of each sector, and as you move up this value chain, they can even do distribution, provided, there are ways to manage it, and we'll talk about it a bit more. So that's why the private sector is interested in transmission. Brilliant, thank you so much. Now, Madame la Ministre, premièrement, avez-vous des commentaires à faire par rapport à ce qui a déjà été dit? Et secondement, je voudrais savoir quelle est votre expérience et quelles sont les leçons que vous tirez des projets PPP. Comment pensez-vous impliquer le privé dans les projets de transport d'électricité au Togo? Merci beaucoup, Tania. J'aimerais revenir sur l'importance de créer un environnement vraiment propice et attractif pour les investisseurs privés. Et je voudrais partager en fait ce que le Togo a fait. Nous avons mis en place des réformes, en fait, du coup, pour rendre cet environnement attractif. Nous avons, par exemple, mené une réforme du Code des investissements pour pouvoir offrir des intérêts fiscaux pour les privés. Nous avons créé une agence de promotion de l'investissement qui accompagne vraiment le secteur privé de manière soutenue dans son implantation au Togo, et aussi mise en place en fait un nouveau cadre assez innovant de PPP qui permet en fait d'avoir une certaine célérité dans la mise en œuvre des accords. Dans le secteur de l'électricité particulièrement, il y a eu
plusieurs réformes aussi. Il y a eu l'adoption de la loi sur les énergies renouvelables qui confère vraiment des avantages très intéressants pour tous les investisseurs qui veulent investir dans l'énergie durable. Il y a eu l'adoption de la stratégie d'électrification qui a été très importante, qui a été mentionnée par Fatoumata, qui nous a permis de un peu structurer le déploiement de la politique énergétique. L'adoption d'un plan directeur du secteur pour avoir plus de visibilité sur ce qui va être fait dans l'avenir. Et il y a eu aussi la création vraiment d'une agence qui est dédiée exclusivement à l'exécution des projets énergie renouvelable, électrification rurale. Et ça a permis aussi d'avoir une certaine célérité. Donc, l'État togolais a mis en place plusieurs réformes pour pouvoir rendre le secteur attractif. Et ce que j'aimerais dire par rapport au PPP au PPP, à notre expérience, en tout cas de notre vécu, ça n'a pas toujours été facile. On a noté que dans la mise en œuvre de certains partenariats publics-privés, en fait, il y a eu d'importants efforts financiers qui ont été faits par l'État, notamment dans le cadre, j'en ai parlé tout à l'heure, du déploiement des kits solaires, donc le programme nommé CISO en partenariat public-privé. Donc l'État, en fait, parce qu'il a la mission d'offrir une électricité à coût abordable à la population, est tenu de soutenir même le modèle financier du secteur privé. C'est ce qui a été fait dans le cadre du programme CISO. L'État a apporté des subventions aux ménages pour pouvoir soutenir le modèle financier du secteur privé. Dans le cadre aussi des concessions qui ont été octroyées aux promoteurs de centrales thermiques, c'est la même chose. Donc le T-Corpé, c'est une autre histoire, mais le T-Corpé, c'est un système qui a quand même une pression sur le secteur de l'énergie et en fait, du coup, pour pouvoir assurer cette viabilité et avoir en même temps assuré un tarif abordable aux consommateurs finaux, on est obligé de fournir un effort, de subventionner, d'apporter une subvention financière importante. Donc, pour le cas du Togo, pour revenir au PPP du transport de l'électricité dans le cas du Togo, en fait, moi je pense que pour toutes les façons, pour donner l'accès à l'électricité, comme l'ont dit les intervenants précédemment, il faut travailler de manière holistique, c'est-à-dire qu'il faut accroître la production d'électricité, il faut développer les infrastructures de transport et il faut aussi, surtout, mettre en place des mécanismes de soutien aux populations vulnérables pour qu'elles puissent avoir accès à l'électricité. Et c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur la capacité de production, mais au Togo, on a aussi beaucoup investi dans les infrastructures de transport, en fait. Ce qui fait que dans quelques mois, d'ici la fin de l'année, le Togo sera relié du nord au sud en ligne haute tension. Donc c'est vrai qu'en vertu de notre objectif ambitieux de développement des énergies renouvelables, des besoins supplémentaires en infrastructures de transport pourraient émerger. Mais je pense que il faudrait, comme l'ont dit les précédents intervenants, vraiment analyser la problématique dans le détail. Et je pense que j'aimerais en apprendre un peu plus sur le modèle kényan qui a été présenté, parce que je crois que au Togo, en fait, de manière générale, la rentabilité de l'investissement de PPP dans le transport est liée à la demande et au volume de trafic. Donc, ce qui veut dire qu'il faut être capable de pouvoir rentabiliser l'investissement. Et pourquoi ça marche aujourd'hui? Ça marche aussi bien dans le secteur de distribution que dans le secteur de transport, c'est qu'il y a un système de péréquation qui fait qu'à un certain moment, il y a une subvention croisée qui fait que le modèle tient. Donc, à partir du moment où on isole une portion qui n'est pas assez intéressante, ça peut être difficile et ça va encore demander un effort, un soutien de l'État pour que finalement les consommateurs finaux puissent avoir un coût abordable de l'électricité. Donc c'est quelque chose qu'il faut continuer à réfléchir.
Merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Et c'est un point qui revient assez souvent quand il s'agit de la rentabilité entre le volume, les tarifs, et Dr Kariuki en a parlé tout à l'heure également. Et Madame Fatoumata, j'aimerais avoir votre avis, parce que vous avez travaillé sur plusieurs projets, vous avez, disons, vu sur plusieurs projets sur le continent ainsi qu'ailleurs. Quelle est, selon vous, la meilleure structure à aborder dans ce cas-là? Question vaste. Non, peut-être juste pour rebondir sur les sujets d'accès aux populations les plus vulnérables. C'est un sujet qui est pas simple parce qu'effectivement tout le monde a droit d'avoir accès à l'électricité. C'est un bien essentiel qui permet évidemment le développement de nos pays, de notre continent. C'est encore en cours. On est en train de travailler sur un projet, j'en ai parlé déjà à Madame la Ministre d'ailleurs, un projet de titrisation de créances qui permet en fait à des populations de payer à moindre coût le compteur, le branchement au compteur. On est en train de lever un véhicule de financement donc sur les marchés financiers où la SFI serait encore investor. Donc on va lever 60 milliards de francs CFA. Et l'idée, c'est que ces fonds-là, en fait, vont permettre c'est en Côte d'Ivoire, c'est dans le cadre d'un programme public, programme d'électricité pour tous, PEPT. Donc ces 60 milliards, en fait, levés vont permettre aux autorités ivoiriennes de disposer de fonds pour pouvoir connecter le plus grand nombre. L'objectif, c'est de connecter 800 000 personnes en 2 ans. Et ces fonds-là, en fait, on a titrisé les créances futures parce que les personnes vont payer leur énergie au fur et à mesure pendant 10 ans, pendant 15 ans, en fonction de la vulnérabilité, si je puis dire, de la population qui est ciblée. Et donc, on a préfinancé, en fait, ces créances futures pour pouvoir permettre à l'État de disposer de fonds et pour connecter un plus grand nombre. Donc ça, c'est un travail sur la demande. Donc je pense qu'il faut stimuler aussi la demande. On parle de l'offre, mais il faut stimuler aussi la demande. Donc pour revenir à votre question sur la structuration des projets, ça a été évoqué aussi dans la présentation initiale. Évidemment, il faut un sponsor crédible, un sponsor expérimenté. Moi, je pense également, j'ai un point de vigilance par rapport au partenaire local. Je pense que c'est important aussi de pouvoir associer un partenaire local qui a une sensibilité locale, qui connaît le pays, etc., et les structures locales. Il faut, on a parlé beaucoup dans le panel précédent de liquidité. Les investisseurs, ils ont besoin de visibilité, ils ont besoin de pouvoir projeter de façon confortable, entre guillemets, leur projection de cash flow. Madame la ministre a parlé de take or pay. C'est vrai qu'il y a des stabilités de revenus qui rassurent des investisseurs privés. Ce modèle-là, c'est un modèle qui est confortable, mais effectivement, on entend de plus en plus qu'il est en train d'être challengé et remis en question par les États, parce que voilà, les comptes aussi les comptes publics des États sont exsangues. On demande souvent dans la structuration également des garanties, donc des garanties de l'État. Donc je reviens au sujet de liquidité, des garanties souveraines avec des contraintes publiques, parce que les États sont relativement endettés. On a entendu le président de la République qui parlait hier de tensions sur les comptes de l'État et de priorisation des dépenses sécuritaires. Donc il faut qu'on puisse aussi, en tant qu'institution de développement, trouver des mécanismes un petit peu innovants pour alléger aussi ce type de requêtes qu'on a souvent. Il faut, c'est le travail qui est en train d'être fait par Africa 50. Il faut évidemment un travail de fond sur la faisabilité pour bien se rassurer sur le côté cost reflective, le fait que les coûts qui sont facturés représentent effectivement le coût réel. Parce que l'objectif, c'est d'essayer dans la mesure du possible d'alléger les comptes de l'État et de ne pas
faire peser cette dépense additionnelle sur les comptes de l'État et que ça puisse être auto-soutenable. Voilà, c'est quelques-unes des propositions éventuelles de structuration. Merci beaucoup. Dr. Kariuki, your thoughts on this? Thank you very much. I would like to just share some thoughts I have based on the conversation between the minister and Fatoumata. You know, one of the things that, and I was an investor in my previous life, one of the fears that investors have is what you call bargaining after the fact, or in luxury parlance, what they call obsolescence bargaining. These are situations whereby you have negotiated a deal, it is signed, the asset is there, it is operating well, and then somebody comes, the government comes and says, this power is too expensive, or this service is too expensive. It is something that is happening, and it is a serious problem and undermines what I call the enabling environment. The risk of doing that is that you need to bear in mind that if indeed Africa 50 has invested in this asset, it has paid for the transmission lines, it has paid for the wayleaves, it has paid for the transmission line, the wayleaves, the civil structures, and now by asking to renegotiate the deal, what it means is that you can only be asking Africa 50 to reduce its return on its investments. That is not the way to grow our infrastructure. And we need a lot of infrastructure. I think we heard that Africa needs to increase its energy by 60%, I think by 2030 or 2040. If we are going to be able to generate that much capacity, we need much more we need much more transmission lines and generation assets, and therefore, really, we must ensure that the contracts that we negotiate or we establish are sacrosanct. It's very, very important. That's the one thing I wanted to add, because I think we cannot take 2 steps forward and 2 steps backwards. I think we need to be consistent, because the one thing that I know is that once a project reaches financial close, it's very unlikely, if it is being developed by a credible developer, and we heard that the importance of having credible developers, it's almost going to be like clockwork. That project will be completed probably on time and most likely on budget. Whereas, the other projects that will have, huge, a lot of the projects in the public sector, not always, will have significant time overruns and cost overruns. Let me stop there for the time being. Thank you. Thank you for sharing that. Quite an important point there. And I'm curious to get your insights on this, Mr. Ragu. When it came to the transmission line PPP in Kenya, I understand that a case study was made looking at what it would have cost Kenya had they done it alone, and the importance of bringing credible sponsors to ensure that the project is seen through to completion. What have been the major lessons that could help replicate this project to other parts of the continent, actually? Very good question. Interestingly, when we were asked to develop this project, we were asked to demonstrate value for money from a viability perspective. And when we looked into the numbers, very interesting that one of the things we realized is that the Kenyan experience was based on some 30, 40-year-old technologies, techniques. Then it applies to both the physical aspects as well, the right-of-way aspects. Then the time delays and therefore cost overruns was very much part of the thing. And so when we looked at that and when we did our approaches to this, we realized that we could deliver the project at a 30% lower cost than what it would have taken public sector to build the same lines. So that is the kind of value for money we could demonstrate in this structure. Importantly, there are a few things that we need to recognize. One is that going back to the Indian experience of India has today some 75 projects which are all independent private projects, transmission projects. So it developed a huge experience chart. One of the things we realized is that we learned the lesson is that the public and the private sectors are given the same policy and regulatory framework.
That is, if the private sector is given so-called guarantees and escrow accounts, public sector is also given. Two advantages. One is the perception that the private sector is, bandits and making away with a lot of money will be taken away. Second, the public sector can be held more accountable. So the same policy framework is given to the public and private sectors. The second one is that particularly when you look at a private transmission project, the private transmitter construction will be based on one or two lines of a bigger grid. And the system operation will be done by somebody else, not the private operator. Therefore, they cannot face the power flow risk. They cannot take it. It applies to the highway projects, they can't take the traffic risk. So that's the second one that India did in order to attract private sector. So availability-based tariffs were given to the private sector operators. And in fact, the grid public sector also gets the availability-based tariff, by the way. The third thing is that this initial aspects of private transmission was based on proposals from the private sector. That is, there is a general feeling among country governments and many DFIs is the sponsor selection should be done on a transparent basis. Generally, we all agree with that. But in the initial stages, even the IPP industry was all developed with sole source, meaning, individual proposals made by people who wanted. So transmission is in that phase now. It is just beginning in the private sector aspect. So we need to look, India also recognized that. So all the first 20-25 transmission projects were done with proposals made by the private sector. That means that a competitive selection of transmission is not yet there worldwide and especially in Africa. So initial projects will be done on this basis. So these are, but then hold them accountable. I mean, obviously, through these value for money requirements and regulatory requirements. So these are the lessons that we have applied in Kenya. We have made a lot of progress in making the two sides. I think we got a comment this morning about how much time it is taking to deliver this project. We would like to make it sustainable. We would like to take the time to make the Kenyan side understand fully what they're signing up to, especially on the tariff policies, the ABT, the availability-based tariff principles and risk mitigation principles, etc. So we would like to have a sustainable project and deliver so that it does work for the 30-year concession period we're talking about. Thank you. Thank you. So truly bankable, scalable, and replicable, as well as cost-efficient. Now, moving on, I'd like to start with concluding remarks. Madame la Ministre, vos remarques de conclusion. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier les participants pour la qualité des échanges et la franchise dans les interventions. Et on a beaucoup parlé de viabilité des projets, des partenariats PPP. Et j'aimerais dire que la viabilité, pour nous, ça veut dire, certes, que ce soit rentable pour le privé, mais que ce soit aussi accessible et abordable pour la population. Donc, il faudrait qu'on garde en esprit, dans tous les projets qu'on fait, qu'on essaye de trouver le bon équilibre, en fait, pour le privé et pour le public. Et j'aimerais dire aussi que j'apprécie, et je pense que c'est important, que Africa 50 puisse investir, puisse faire le premier pilote d'investissement dans les infrastructures de transport d'électricité, parce que je pense que c'est important. Mais je voudrais aussi dire que ça dépend des pays, en fait. Et chaque projet est unique, chaque pays est unique. C'est vrai qu'il y a des projets qui peuvent être répliqués, mais il faut vraiment qu'on prenne le temps de bien analyser les situations, de bien analyser les risques, pour ne pas se trouver dans des situations qui pèsent sur les finances publiques. Et je voudrais juste rebondir sur l'intervention du VP énergie de la BAD en disant que voilà, pour éviter d'avoir des situations où l'État se retracte, il faut investir au Togo. On a un environnement propice, favorable aux investissements privés, et l'État tient ses engagements.
l'État tient ses engagements parce qu'il y a une réflexion et une remise en question qui est permanente en fait. Et on sait où on va, là où on s'engage. Donc, et j'ose croire que de nombreux investisseurs qui sont dans la salle sont convaincus de tous les efforts que l'État togolais fait pour pouvoir rendre l'environnement propice aux investissements. Donc, merci beaucoup pour cette opportunité. Thank you very much. Before we continue with concluding remarks, I'll be able to take one question from the audience. There's a question there, and we'll get a microphone over to you. If you can make your question direct, succinct, and to the point, it would be greatly appreciated. Can we get a microphone to... There's a microphone coming to you there, sir. Ma question est directement dirigée à Madame, Excellence, Madame Ministre. Ce sont deux questions. La population paye des taxes et attend à ce que le gouvernement leur présente certains services. Et ce que moi j'ai compris pendant cette conférence, c'est plus... On veut avoir le privé comme provider de presque toutes ces pas infrastructures seulement, mais seulement ces services qui traditionnellement sont donnés par l'État. Alors, est-ce qu'il ne serait pas temps de réfléchir sur la structure du budget pour voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi l'État ne parvient plus à prendre ses responsabilités vis-à-vis du public? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est ce qui m'a manqué pendant tout ce temps. Nous parlons des épargnes que nous pouvons utiliser des caisses de pension. Il y a une chose qui manque, il y a toute une population qui peut aussi épargner. Qu'est-ce qu'on fait pour encourager que ces épargnes soient mises à la disposition? C'est une question de long terme. Parvenir à encourager l'épargne même d'1 € par mois ou par an. Parvenir à encourager de façon que les États africains, quand ils sont à table en discussion, qu'ils sachent, voilà, j'ai aussi mes pognons et on discute et je peux refuser ou accepter. Yeah? Merci. Merci beaucoup, monsieur. Madame la ministre. Beaucoup, Tania. La seconde question, j'avoue que j'ai pas très bien saisi. Pour encourager l'épargne du petit sociable. Hein, pas seulement parler de l'utilisation des caisses de pension, qui d'ailleurs appartiennent aux fonctionnaires, n'appartiennent pas aux investisseurs, mais l'épargne des petits sociables que l'on n'a jamais discuté, qu'on n'a jamais organisé, qu'on pourrait encourager, de façon à être capable aussi d'avoir ces capitaux dont on a besoin, pas complètement, mais une portion au moins. Ok. Ouais, Donc, ce n'est même pas une autre... parce que madame me dit l'informel. Moi, je hais le mot informel. Les petits. Yeah. D'accord. Donc, je vais démarrer avec la première question. Pourquoi l'État n'arrive pas à prendre ses responsabilités? Je dirais pas ça. L'État prend ses responsabilités et l'État a des objectifs de développement et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut attirer de plus en plus de capitaux. Le développement ne se fait pas en un jour, en fait. Et on a quand même un plan ambitieux. Je pense que tous les États africains ont un objectif en termes de l'accès à l'électricité qui est assez ambitieux. Donc au Togo, par exemple, d'ici 2030, on pense à donner l'accès à l'électricité à tout le monde. Et comme je l'ai dit, l'électricité, c'est le moteur de développement. Et pour moi, ça vient petit à petit. Il y a beaucoup d'efforts qui ont déjà été faits. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est passé d'un taux de 50% en décembre 2020 à 64%
ça va très vite, mais je comprends et j'entends que ce n'est pas assez, qu'il faut aller beaucoup plus vite. Et ça va venir, et c'est pour ça, moi, je lance un appel aux privés, aux investisseurs privés qui sont dans la salle, de pouvoir nous aider à accélérer le développement afin que toute la population togolaise puisse rapidement avoir accès aux fondamentaux, donc l'électricité, l'éducation, la santé, et pour qu'on puisse avoir un développement harmonieux du pays. Donc par rapport à la seconde question sur qu'est-ce que l'État fait pour pouvoir encourager l'épargne des plus petits, c'est compliqué, mais ce que l'État fait en fait pour pouvoir permettre aux plus petits de pouvoir disposer de suffisamment de moyens, c'est que l'État fait des actions sociales. L'État, par exemple, appuie, soutient beaucoup le secteur de l'électricité. Il y a des transferts monétaires qui sont faits pour pouvoir permettre à des gens de pouvoir investir dans des petits commerces. Par exemple, pendant la pandémie de Covid, qu'est-ce qui a été fait? Par exemple, il y a eu de l'électricité qui a été, je vais dire, donnée quasiment gratuitement à toutes les populations vulnérables. Et je vais parler de l'électricité. On a une grille tarifaire qui privilégie un tarif social très bas, je vais dire même un des plus bas de la sous-région pour les ménages vulnérables, en fait. Et moi, j'ai envie de dire, l'État a envie de faire plus. Mais pour faire plus, il faut connaître la population vulnérable. Et pour ça, en fait, il y a un grand projet de registre social unique qui va permettre de recenser la population, de connaître les revenus de la population afin que toutes les aides, toutes les subventions puissent être mieux orientées. Et lorsque on vous aide pour pouvoir subvenir à des besoins, j'allais dire fondamentaux, je pense que systématiquement, c'est la mathématique, en fait, on dispose de plus de moyens pour pouvoir épargner. Donc, c'est de cette manière-là, je pense que l'État peut pousser les personnes vulnérables à épargner, parce qu'on ne peut pas forcer les gens à aller épargner en banque. Donc, c'est par l'accompagnement, c'est par le soutien, c'est par la subvention, et c'est ce que l'État fait, mais on va encore faire plus, on va faire mieux. Merci. Merci beaucoup pour ces remarques pertinentes. Malheureusement, nous n'avons pas plus de temps pour des questions, donc on va procéder avec les conclusions finales. Je vais procéder, Dr. Kariuki, your concluding remarks. Yeah, thank you. My concluding remark would be that cost-reflective tariffs are the panacea of viable power utilities that can be able to ensure that we have adequate generation capacity, adequate transmission capacity, adequate distribution capacity, and able to meet the O&M, operation and maintenance costs of operating efficient utility systems, as well as supply of power. Thank you. Fantastic. Thank you very much. Let's give him a round of applause. Madame Fatoumata, vos conclusions de clôture? Le caractère sacro-saint des contrats, on en a parlé, hein, donc pour une stabilité de l'environnement des affaires, nous sommes complètement d'accord, Kevin. Availability-based tariff, I think it makes sense. Ça y est, je suis passée en anglais. Availability-based tariff, je pense que ça fait sens par rapport à donner un horizon de stabilité aux investisseurs. Le financement en monnaie locale, on en a parlé également au panel précédent, je pense que c'est extrêmement intéressant. Et l'idée de Salomon était intéressante aussi, post-période de construction, qui est la période la plus risquée, refinancer avec des taux moins élevés, une périodicité moins longue. Ça peut être intéressant également pour permettre d'accélérer le développement des financements privés des lignes de transmission. Les outils de dérisking, extrêmement importants pour attirer les investisseurs privés. Quand je dis outils de dérisking, ça peut être des assurances politiques, des assurances sur la monnaie aussi, de transférabilité, de convertibilité. Et également, pour finir, je dirais aussi
travailler de concert avec les autorités. À la SFI, on travaille beaucoup sur la partie, ce qu'on appelle pré-investissement ou upstream. Donc, travailler dès le démarrage en fait du projet avec les investisseurs privés, que l'État aussi puisse disposer de conseils d'accompagnement. Donc, on a une structure AFC Advisory, PPP, qui également accompagne l'État dans une meilleure appropriation, intégration, application de ces nouveaux schémas qui sont indispensables pour le développement du continent. Un grand merci. A round of applause for those closing remarks. Moving on to you, Mr. Ragu, your concluding remarks. Essentially, one thing is that the governments and the public policymakers should focus a lot more on transmission, partly because the energy transformation depends on robust transmission grid. Renewable projects can be developed in 12 to 15 months. Transmission takes 3 to 5 years to develop. So early focus on transmission and a very, very keen focus on transmission is very needed. Same way, if you want to transform the economies with electric mobility and all that, what we need to is a robust grid again, because imagine every petrol bunk becoming a 2 megawatt load center. It requires a huge transmission, a very robust transmission grid. So focus on transmission grid is very important. To do that, private investors and ourselves are very much keen to be part of this transition, transmission build out. And with all the examples that we cited and the experience we have gained in Kenya, we want to make it bankable, replicable, and scalable. And our CEO, Mr. Alai Bubis, has given us a target of building a $10 billion transmission platform in the next 3 to 5 years in Africa. We are close to $1 billion already in terms of dialogues and opportunities. And we would like to be part of this transition in the continent, Africa 50. Thank you. Absolutely. Thank you very much. And I will allow just one more final remark from Madame la Ministre. Merci beaucoup, Tania. Je voulais juste soulever un point que j'ai oublié de mentionner par rapport à la question du monsieur sur ce que l'État fait pour un peu supporter, soutenir ou inciter l'épargne. Je voudrais en tout cas, vous parler d'un témoignage qu'on a eu. Donc, il y a eu le fonds TINGA, qui est le fonds pour l'accélération universelle de l'électricité, qui a été lancé. Et en fait, ce fonds, il permet de préfinancer les ménages les plus vulnérables. Aujourd'hui, le coût de raccordement à l'électricité est autour de 100 000 francs CFA. Et pourquoi est-ce qu'on a mis en place ce fonds? C'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens, 400 000 ménages en fait, qui vivent en dessous, littéralement, du réseau de l'électricité, mais qui n'ont pas les moyens de se connecter. Donc ce fonds vient préfinancer ce montant-là et les ménages les payent petit à petit sur la consommation. Et on a eu des témoignages impressionnants, vraiment très édifiants, lorsqu'on a échangé avec les bénéficiaires. Et un des témoignages, c'est qu'un apprenti soudeur a pu mettre en place son usine de soudage, en fait. Il a pu mettre en place parce que les fonds qu'il avait à sa disposition n'ont pas servi à financer l'accès à l'électricité et qu'il a bénéficié, en fait, de ce préfinancement. Ça lui a permis de pouvoir investir dans quelque chose, en fait. Donc, il a eu un atelier de soudure par rapport à ça. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas de plus bel exemple que ça, en fait, par rapport à ce que l'État fait. Et c'est pour ça que nous sommes là. C'est notre mission de pouvoir participer au développement des entrepreneurs locaux et pouvoir participer au développement économique de manière générale. Donc pour moi, c'est des actions qui sont indirectes, mais c'est des actions qui ont beaucoup d'impact. Donc je voulais juste partager ce témoignage-là. Merci. Merci beaucoup. Et sur ce, let's give this fantastic panel a big round of applause. Thank you so much for your insights, tangible impact being made. We had Honorable Mila Aziabe, ministre de l'Énergie du Togo, Dr. Kevin Kariuki, VP for Power, Energy, Climate and Green Growth of the AFDB,
Ms. Fatoumata Sissoko, C, Business Manager for Infrastructure and Natural Resources in West and Central Africa at the IFC, and Mr. Raghu Sharma, Senior Advisor at Africa 50. Let's give them a round of applause as they regain their seats.